Alors bonjour à tous. Hop, je vais switcher sur mon écran. Thibaut, tu confirmes qu'on voit mon écran et qu'on m'entend? On te voit bien, Tristan, on t'entend, c'est parti. Parfait. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié à la gestion du many-to-many en DAX. Donc merci Thibaut pour cette petite introduction. Je vais me présenter rapidement. Hop, sur les slides, c'est mieux. Donc je m'appelle Tristan, je suis consultant Data BI chez Asio, principalement en charge des offres autour de Power BI, consulting, formation, accompagnement des métiers. J'ai également cofondé il y a quelques mois le Club Power BI avec mon manager Jean-Pierre Riel. Donc ce Club Power BI, c'est un groupe Meetup qui se réunit mensuellement sur Paris avec des Meetup Power BI. Et l'idée, c'est vraiment de fédérer une communauté d'utilisateurs, métiers, des consultants, des responsables de systèmes d'information pour sensibiliser justement toutes les technos autour de Power BI. Alors, je fais également ce qu'on appelle un Data Story Publisher. Ceux qui s'intéressent à la data viz, je vous enverrai un lien à la fin de la conférence où vous pouvez voir certaines data viz que j'ai publiées sur le web, sur des sujets qui m'intéressent comme la politique, le sport ou même encore notre club Power BI, puisqu'on a pas mal de statistiques à faire dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur LinkedIn si vous voulez des informations croustillantes sur Power BI et plus généralement sur la data. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de data viz. J'ai pas forcément choisi un sujet hyper sexy, quoique, tout dépend du point de vue duquel on se place. On va plutôt parler modélisation, DAX et many-to-many. Et je vais utiliser Power BI Desktop comme outil pour illustrer mon propos. Donc le problème qu'on va essayer de résoudre, c'est le suivant. J'imagine que vous avez tous au moins eu une fois ce message d'erreur lorsque vous avez essayé de créer des relations dans Power BI Desktop. Vous ne pouvez pas créer une relation entre ces deux colonnes car l'une d'entre elles, au moins, doit tenir des valeurs uniques. Donc voilà le problème qu'on va essayer de résoudre. Pour ça, un petit agenda, on va faire tout d'abord quelques rappels utiles en modélisation tabulaire. Ça va nous servir pour la suite de la session. Ensuite, j'ai voulu approcher cette problématique du many-to-many sous un angle très concret avec un use case qui va nous permettre d'aborder cette problématique sous un angle très concret, on va dire. Et puis, on fera une petite synthèse avec certains éléments comparatifs. Donc, tout d'abord, les rappels en modélisation tabulaire, les bonnes pratiques de modélisation sur Power BI Desktop, ou même SSAS tabulaire, ou Power Pivot sur Excel 2010, 2013 ou 2016. C'est le fameux modèle en étoile, avec là où les tables de faits qui sont entourées de une ou plusieurs dimensions. Donc, on parle d'un modèle en étoile, c'est assez visuel, c'est Kimball qui a théorisé tout ça. Un modèle qui, c'est mieux, doit être dénormalisé, c'est-à-dire que toutes les informations relatives à une même dimension doivent être dans la même table. On n'a pas forcément intérêt sur Power BI Desktop ou même sur SSAS tabulaire, etc., à casser en fait les dimensions. Avant, c'était un argument qu'on avançait avec des schémas en flocons pour optimiser notamment le stockage et la performance. Pourquoi en fait on a intérêt à faire ça? Il y a deux intérêts. Le premier, c'est en termes de stockage. Quand on est sur Power BI Desktop, le moteur qui tourne dessous, c'est le Vertipack, qui est basé sur un columnar storage. Ça veut dire qu'en gros, on ne stocke plus les bases de données ligne par ligne, mais colonne par colonne. Et ce qui va optimiser votre stockage, c'est en fait la cardinalité de chacune des colonnes, à savoir le nombre de valeurs distinctes qu'il y a dans chacune de ces colonnes. Et donc vous voyez bien que finalement, on n'a plus forcément besoin d'enlever la redondance qu'on peut retrouver dans certaines dimensions, puisque le stockage s'effectue colonne par colonne. Un exemple très simple, si vous avez une table de dimension géographique où vous avez, disons, 50 000 ou 100 000 villes, vous leur associez un pays, un sous-continent et un continent. La colonne continent, au maximum, elle aura 5 valeurs distinctes, puisqu'il y a 5 continents sur Terre. Donc finalement, peu importe qu'il y ait 50 000, 100 000 ou 300 000 lignes, le stockage sera très optimisé. Donc ça, c'est un premier intérêt. Le deuxième, c'est du point de vue utilisateur métier ou du power user qui va chercher à effectuer des analyses sur Power BI. C'est quand même plus simple pour analyser et requêter son modèle, d'avoir un modèle comme ça, flat, avec des dimensions qui entourent la table de faits en mode dénormalisé. L'utilisateur métier, ce sera plus facile pour lui de faire ses drag and drop et visualiser ce qu'il faut. Et le power user qui veut créer des indicateurs DAX sur mesure, ça sera également plus facile pour lui d'avoir un modèle comme celui-ci. Donc voilà un petit rappel utile en modélisation. Vous l'avez vu, donc ici ce sont des schémas relationnels. On va s'attarder 2 minutes sur
justement les relations. Donc, il y a évidemment des conditions pour pouvoir lier deux tables. La première, elle est évidente, hein, c'est l'existence d'un champ commun. Il faut une clé commune entre les deux tables. Et la deuxième, c'est celle qui pose problème souvent, et c'est celle qu'on va essayer d'adresser aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait unicité de l'un des deux côtés de la relation. Sinon, vous avez le message que je vous ai montré en introduction. Power BI bloque la relation, vous ne pouvez pas créer la relation entre ces deux tables. Donc c'est ce qu'on va essayer de traiter à travers cette session. Alors les relations, elles ont également un sens, hein, c'est très important aussi d'avoir ça en tête. Ça va du one au many, des dimensions vers l'effet. Donc comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, c'est bien mes relations qui partent des dimensions et qui vont vers l'effet. Et non pas l'inverse. Ça c'est très important de bien l'avoir en tête. Dans Power BI Desktop, il n'y a pas réciprocité dans les relations de manière native. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas remonter une relation d'effet vers les dimensions. Alors ce qui est bien, c'est que justement les petites flèches indiquent le sens de ces relations. Et pour la petite info, si vous utilisez de Power Pivot sur Excel 2010 ou 2013, allez savoir pourquoi Microsoft avait mis ces flèches dans le sens inverse. Donc les flows allaient bien des dimensions vers l'effet, mais sur le schéma, c'était l'inverse. Donc ils ont réglé ça sur Power Pivot sur Excel 2016 et sur Power BI Desktop, vous avez bien les flèches qui indiquent la bonne direction et le bon sens de vos relations. Donc voilà ce qu'il faut bien avoir en tête pour adresser la problématique du many-to-many. C'est quelques points de modélisation tabulaire, on va s'en servir tout au long de cette session. Alors justement maintenant, petite présentation du use case pour pouvoir aborder cette problématique sous un angle très concret. Donc les bases de données que j'ai choisies sont des sources Excel très peu volumineuses, hein, parce que l'idée c'est de comprendre le concept, on ne va pas tester ça sur des millions de lignes. Et j'ai pris un exemple qui est relativement simple. On va se mettre dans la peau d'un analyste qui travaille dans une boîte de formation. Donc cette boîte vend des formations. Ici, j'ai accès à une base de données qui est une table de faits, où en l'occurrence, j'ai des données de vente sur les 2 premiers mois de l'année 2016, avec l'ID formation et les pays dans lesquels ont lieu ces formations. Et les ventes associées, on va supposer que c'est en euros. Donc j'ai également d'autres tables dans ce modèle, notamment une table qui va être intéressante. C'est une table en fait qui me donne pour chaque ID de formation le nom de la formation, le formateur, etc. Et là, vous commencez à percevoir la problématique, c'est que une même formation peut être animée par plusieurs formateurs. D'ailleurs, c'est le cas en fait. On va supposer qu'une même formation, elle est animée en présentiel simultanément par plusieurs personnes. Par exemple, la formation 1, elle est animée par Jean, Damien et Thierry. A l'inverse, un même formateur, par exemple Jean, il peut être amené à animer plusieurs formations. Et donc vous voyez bien l'ambiguïté et la problématique que ça peut générer, et vous commencez à percevoir qu'il va y avoir des relations plusieurs à plusieurs, many to many. Alors je continue dans la présentation du modèle, j'ai également une table budget qui est une deuxième table de faits, où en fait un contrôleur de gestion dans la boîte a fait une prévision de vente à la granularité jour et par pays. Donc à noter que dans cette table, qui est bien une table de faits, hein, donc j'ai mes budgets en euros prévisionnels, je n'ai pas la granularité formation. Et j'ai également deux autres petites tables de dimensions qui sont la table géographique, celle-ci associe à chaque ID country un pays, un continent, et une table calendaire. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques en DAX, modélisation tabulaire, c'est d'avoir une table spécifiquement dédiée au temps, une table temporelle, qui associe à chaque date certaines informations comme l'année, le mois, etc. Alors, ce que je vais essayer de faire pendant cette session, c'est que je vais profiter en fait de ce use case pour aller aussi au-delà du many-to-many et de vous partager certaines bonnes pratiques en modélisation, en DAX et plus généralement sur Power BI. Donc maintenant qu'on a use case en tête, on va voir comment on traite tout ça sur Power BI Desktop. Donc j'ai déjà importé toutes ces tables dans un fichier PBX, dans un modèle Power BI Desktop. Donc vous les retrouvez ici dans la vue relationnelle. Je retrouve bien mes 5 tables que je vais vous montrer. Et on va commencer tout de suite à essayer de gérer ces problématiques plusieurs à plusieurs. Alors, au vu de ce que je vous ai présenté dans les rappels en modélisation tabulaire, vous voyez bien qu'il va y avoir 2 principaux cas à gérer. Le premier cas, c'est les relations plusieurs à plusieurs. Donc sous-entendu, il n'y a pas unicité d'un des deux côtés, entre 2 tables de faits.
Puis, un deuxième cas à traiter qui sera un peu différent, qui est les relations plusieurs à plusieurs entre une table de faits et une table de dimension. Donc, on va gérer ces deux cas de manière dissociée. Et on va commencer par les relations many-to-many entre deux tables de faits. Donc là, en l'occurrence, dans mon modèle, j'ai bien deux tables de faits, la table vente et la table budget. Je vous ai présenté tout à l'heure sur Excel. Moi, en tant qu'analyste, évidemment, je suis intéressé par croiser les informations de ces deux tables et pouvoir faire des comparaisons vente versus budget. Le problème, c'est que, tel que c'est modélisé ici, je vais avoir du mal à lier directement ces deux tables. Elles ont bien un champ commun, elles en ont même deux, la date et l'ID country. Le problème, c'est que dans aucun des deux côtés, j'ai unicité sur un champ. Si j'essaie de lier par exemple mes dates, évidemment, Power BI me bloque. On retrouve le fameux message que je vous ai montré tout à l'heure, parce que je ne vais pas pouvoir les lier directement. De même pour l'ID country. Donc, il va falloir trouver une solution pour pallier à ce problème et pouvoir quand même croiser les informations qui sont issues de ces deux tables. Alors, je repasse sur le support PowerPoint. Donc, on a bien nos deux tables de faits. Je ne peux pas les lier de manière native et directe. Par contre, il y a une solution à ce problème. Et d'ailleurs, elle n'est pas si compliquée que ça. Vous l'avez peut-être déjà en tête. C'est qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir trouver au moins une dimension commune de même granularité. Donc là, en l'occurrence, ici, j'ai une table calendaire. Ça tombe bien, elle a la granularité journalière. Cette table, eh bien, je vais pouvoir la lier à mes ventes et à ma table budget. J'ai bien unicité du côté des dates. Et sur Power BI, évidemment, je n'ai qu'une seule relation active entre deux tables. Par contre, une même table peut être liée à plusieurs tables. Ici, c'est le cas. Ma table de dimension calendrier, elle est liée à mes deux tables de faits, vente et budget. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir faire des croisements vente versus budget à la granularité date et potentiellement à la granularité de tous les éléments qui sont dans ma table de dimension. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure dans la partie rappel des bonnes pratiques et stockage, c'est que globalement, ce qu'on constate, c'est qu'une table de faits, les tables de faits dans un modèle représentent à peu près 70-80% de votre stockage total. Ce qui veut dire que toutes vos dimensions, vous jouez sur 15-20% de votre modèle. Donc vous avez tout intérêt à rendre vos dimensions les plus exhaustives possibles, parce que c'est ça qui va apporter de la richesse à votre analyse, et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez réussir à ajuster la granularité, switcher d'une année à un mois, un jour, etc. Et donc là, l'avantage de le modéliser comme cela, c'est que du coup, je vais pouvoir profiter de toutes les informations qu'il y a dans ma table calendrier. L'avantage aussi, c'est que ma table vente et ma table budget, elles ont un autre champ commun, c'est l'ID country. Donc ça tombe bien, j'ai une table géographique dans mon modèle qui est bien à la granularité country, que je vais également pouvoir lier à ma table vente et à ma table budget pour pouvoir croiser les informations et, encore une fois, faire de la comparaison vente versus budget. Allons-y, on passe sur Power BI Desktop. Je vais faire exactement les mêmes opérations que je viens de vous montrer. Donc j'ai ma table calendrier, drag and drop, je lis mon champ date, j'ai bien une relation one-to-many qui descend de la dimension vers le fait. Et je vais faire la même chose avec la table géographique, où je vais lier l'ID country, puis l'ID country. Donc, on retrouve bien nos relations qui descendent des dimensions vers les faits. Et finalement, avec ces deux tables de dimensions qui sont la table calendrier et la table géographique, je vais pouvoir analyser les informations qui sont dans mes deux tables de faits, budget et vente. Donc là, je vais passer sur la vue rapport. Alors, j'ai déjà créé certains indicateurs. Là, ça fait partie des bonnes pratiques en DAX, c'est de redéfinir de manière explicite des mesures qui sont d'ores et déjà calculées de manière implicite dans votre modèle. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé une petite mesure. Vous pouvez la reconnaître avec l'icône, ici, la petite icône de la calculette. J'ai créé des mesures qui redéfinissent de manière explicite quelque chose qui existe déjà dans mon modèle. Ici, je fais juste la somme de mes ventes. Et pareil, dans ma table budget, j'ai défini une mesure explicite qui effectue la somme de mon budget. Et j'ai créé une troisième mesure qui fait la comparaison en valeur absolue entre mes ventes et mon budget. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai fait cette modélisation avec les différentes tables, je vais pouvoir croiser les informations. Donc, je vais rajouter ici un slicer, par exemple, où je vais mettre des informations calendaires, donc par exemple la date.
Et puis, je vais faire un histogramme où je vais pouvoir visualiser, pourquoi pas, par continent, mon vente versus budget. Et tout fonctionne, puisque j'ai réussi à le modéliser et à lier indirectement mes deux tables de faits. Ce qui est bien, c'est que comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir profiter de toutes les informations qui sont dans ma table de dimension géographique. Donc par exemple, je vais rajouter une information sur une granularité sur le pays, et je vais pouvoir donc ajuster, avec les dimensions qui sont liées entre mes ventes et mon budget, mon analyse. Ajuster sur les dates, descendre dans la granularité, et effectivement pouvoir ajuster mon analyse. Donc voilà, un exemple très concret de comment pouvoir gérer le many-to-many, qui n'en est pas vraiment un en fait, hein, mais entre deux tables de faits. On trouve des dimensions communes, et évidemment, plus vous avez de dimensions communes dans l'analyse, à condition qu'elles soient la même granularité, plus vous aurez d'axes d'analyse possibles pour faire la comparaison entre vos tables de faits. Alors maintenant, on va passer à un cas un peu plus complexe, qui est le many-to-many entre une table de faits et une table de dimensions. Donc, je retourne en Power BI Desktop. Celles-ci, je vais les mettre un peu plus bas. On va moins les utiliser, voire plus du tout les utiliser pendant la démonstration. Donc, pour ne pas vous embrouiller, je vais les mettre juste en dessous. Évidemment, ça n'a aucun impact sur l'analyse. Donc, là, j'ai ma table de dimension formation. Je vous la remontre ici en physique, qui associe à chaque formation un ID formateur, son nom et le nom de la formation. Et ce qui m'intéresserait en tant qu'utilisateur, en tant qu'analyste de cette entreprise, c'est effectivement de pouvoir analyser par formation, voire par formateur, mes ventes. Donc si je retourne dans ma vue relationnelle et que j'essaie de faire un lien entre ma table de dimension formation et ma table de vente, encore une fois, je vais vite être bloqué. Pourquoi? Toujours le même problème. Il faut avoir unicité de l'un des deux côtés. Et donc vous voyez bien que ici, cette table de dimension, il va falloir que je la transforme un petit peu pour pouvoir justement avoir cette unicité qui permettra ensuite le lien entre les formations et les ventes et qui du coup me permettra de faire l'analyse que je souhaite. Donc, pour faire ça, on va le faire en deux étapes. Donc, je retourne sur le support PowerPoint. Donc, on a bien notre table de vente et notre table de formation, qui est notre table de dimension. On vient de voir qu'on ne peut pas faire de lien direct entre ces deux tables. Du coup, il va falloir modéliser différemment. En l'occurrence, on va le faire en deux étapes. La première étape, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un bridge, une sorte de table pivot, une table pont, qui va permettre de faire le lien. Donc cette table bridge, je la mets ici. En fait, c'est exactement la même table que celle que je vous ai montrée ici. Donc elle associe à chaque ID formation un ID formateur. J'ai enlevé le nom du formateur et le nom de la formation, vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, cette table bridge, elle a unicité ni sur les ID formation, ni sur les ID formateurs. Elle associe juste la combinaison des deux. Donc ça, c'est pas le plus dur. Par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que depuis cette table, je vais créer une nouvelle table, une table formateur, qui va associer de manière unique à chaque ID formateur le nom du formateur. Comme ça, j'aurai bien unicité sur l'ID formateur. Et je vais faire de même pour mes formations. Je vais créer une table formation qui, à chaque ID formation, associera le nom de la formation et une autre information dont on se servira un peu plus tard dans l'analyse, qui est le nombre de formateurs que j'ai par formation. Et donc, en modélisant les tables comme cela, en fait, je vais pouvoir lier les tables, justement. Parce que j'aurai bien unicité du côté formateur sur l'ID formateur et du côté formation sur l'ID formation. Et donc, de ce fait, je pourrais lier chacune de ces deux tables à ma table bridge. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on fait tout ça? Bon, je vais essayer de vous l'expliquer clairement pourquoi dans Power BI Desktop. Et deux, surtout, comment est-ce qu'on va faire tout ça? Alors, la réponse, elle est toute simple. On va utiliser un outil que je trouve super dans Power BI Desktop, qui est une brique du package Power BI. C'est ce qu'on appelle Power Query ou l'éditeur de requêtes. En fait, l'éditeur de requêtes, c'est un
C'est un outil qui vous permet de pouvoir préparer efficacement et nettoyer vos données avant même que vous puissiez les charger. Vous le savez mieux que moi, les données en entreprise ou dans un contexte quelconque, finalement, ne sont pas forcément prêtes à l'emploi, elles ne sont pas structurées. Et un outil comme Power Query vous permet de préparer ces données efficacement et de manière automatisée, la plupart du temps sans coder. Et c'est pour moi l'une des grosses plus-values d'un outil comme Power BI sur le marché de la self-service BI. Si on compare à un outil comme Tableau, par exemple, dans Tableau, quand on veut préparer ces données, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas d'ETL intégré, Extract, Transform and Load. Donc si on veut effectuer ce genre de transformation, soit il faut passer par une application tierce, comme Alteryx, soit tout simplement il faut coder, préparer ce dataset en R ou en Python. Vu qu'on est dans un cadre de self-service BI et que l'idée c'est de démocratiser l'analytics et la BI, je trouve que Power Query apporte une vraie valeur ajoutée et permet de répondre à des problématiques de nettoyage qui sont assez intéressantes. Donc allons-y, on va créer tout ça, on va créer ces 3 tables. Donc je retourne dans mon modèle Power BI et comme je vous l'ai indiqué, je vais cliquer sur ce petit bouton ici, modifier les requêtes pour justement accéder à l'éditeur de requêtes. Donc ici, si vous voulez, c'est le back-end, c'est tout ce qui se passe avant le chargement des données. Je retrouve bien mes différentes requêtes. Et c'est depuis cette interface que je vais pouvoir, à travers justement des boutons, donc une interface assez riche, visuelle, interactive, pouvoir faire un certain nombre d'opérations très intéressantes pour pouvoir nettoyer mes données. Les étapes sont enregistrées sur la droite, donc c'est ça qui permet justement l'automatisation de vos tâches, puisque finalement, un peu comme en Excel, quand vous lancez l'enregistreur de macros, le logiciel enregistre pour vous les opérations, mais ici c'est un peu le même principe. On clique sur des boutons et il y a un code qui est généré, c'est le langage M, Power Query Formula Language, et c'est ça qui permet justement à l'outil d'avoir des extracts et des nettoyages automatisés, puisqu'à chaque refresh, l'outil remonte à la source et il applique les différentes étapes. Étapes que vous pouvez voir quelle est la tête de votre base de données à chaque étape, que vous pouvez également modifier, supprimer, etc. Donc là, moi, en l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est d'effectuer ce bridge. Donc je vais me placer au niveau de la table formation. Je vais faire un clic droit et la dupliquer 2 fois pour créer mes autres tables. Et en fait, cette table formation, c'est exactement celle qui va faire office de bridge. Donc je vais la renommer bridge. Et je n'ai pas forcément besoin de garder les informations sur le nom de la formation et le nom du formateur, donc je vais les enlever. Clic droit, supprimer les colonnes. Et vous voyez qu'une étape a été générée. Donc cette table bridge, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure dans le support PowerPoint, elle associe toutes les combinaisons entre les ID formation et les ID formateurs. Je le répète, vous le voyez à l'écran, je n'ai pas unicité ni sur les ID formation, ni sur les ID formateurs dans cette table. Et c'est pour ça que je vais créer 2 autres tables, qui sont tout d'abord une table formateur, donc celle-là, je vais la renommer formateur. Et en fait, cette table, je vais juste garder les informations qui m'intéressent, à savoir l'ID formateur et le nom du formateur. Clic droit, supprimer les autres colonnes. Et je vais supprimer les doublons, de telle sorte de justement avoir unicité sur l'ID formateur et pouvoir lui associer le nom du formateur. Donc c'est chose faite. Je vais procéder ici à la gestion des formations. Donc cette table, c'est celle qui fera office de formation. Alors je pourrais faire exactement la même opération que celle que je viens de faire avec la table formateur. Je pourrais garder mon ID formation, mon nom de formation, supprimer les autres colonnes et enlever les doublons sur l'ID formation. Je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire par une autre méthode, comme ça vous permet de voir un peu la richesse de l'éditeur de requêtes. Et surtout, cette méthode, elle va me permettre d'extraire une information supplémentaire. Alors je m'explique. Je vais dans Accueil, je me mets n'importe où dans cette base de données, et en fait, je vais faire un group by. Donc là, tous ceux qui font des requêtes SQL, vous êtes assez familiers avec cette opération. Je vais faire un group by. Donc là, ça m'ouvre un petit encart. Je vais faire un group by avancé, où en fait, je vais essayer de grouper ces lignes par ID de formation, puis par nom de formation. Donc finalement, vous voyez bien, à travers cette opération,
je vais bien réussir à avoir l'unicité sur l'ID formation, puisque je vais les grouper. Mais en plus de ça, je vais profiter de ce groupe by pour pouvoir récupérer une information qui est très intéressante, qui est en fait le nombre de formateurs qu'il y a pour chacune de ces formations. En fait, si on traduit ce besoin business en langage Power Query ou même DAX, en fait, ça revient à compter des lignes. Si vous prenez la table que vous avez juste au-dessus, si je compte le nombre de lignes où il y a la formation 1, ici il y en a 3, bah, en fait, ça revient à compter combien il y a de formateurs associés à cette formation. Donc finalement, si j'arrive à compter combien il y a de lignes pour chaque ID, ça revient à récupérer une information précieuse qui est combien j'ai de formateurs par formation. Et vous allez le voir, ça sera utile pour la suite. Donc, cette colonne, je vais l'appeler MB formateur, et elle correspondra bien au comptage de lignes sur la table que vous voyez juste au-dessus. Donc, je fais OK. Et là, vous voyez, à travers une étape qui s'appelle ligne groupée, que je peux d'ailleurs renommer, ça c'est pas mal pour pouvoir bien documenter son travail, je fais d'une pierre deux coups en fait. Non seulement je récupère la formation de manière unique, mais en plus, j'ai une information sur le nombre de formateurs par formation. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur l'éditeur de requêtes. On aboutit bien au schéma que je voulais vous montrer, à savoir la création d'un bridge et les deux tables qui ont unicité. Donc maintenant, je vais fermer et appliquer les opérations que je viens d'effectuer. Donc là, concrètement, Power Query, Power BI applique les différentes étapes de nettoyage que j'ai effectuées dans l'éditeur, puis il va charger la version actualisée des données. Cette version actualisée, elle inclut bien maintenant désormais mes deux nouvelles tables que j'ai créées depuis l'éditeur de requêtes, ici dans la vue relationnelle. Donc on va procéder aux relations, exactement comme dans le support PowerPoint. Je vais pouvoir lier ici mon ID formateur, et ici mon ID formation. Donc c'est super, on est bien du côté menu avec le bridge. Et là, vous allez me dire, ok, très bien, mais maintenant, quel est le rapport avec ce qui se passe à ce niveau-là? Puisque finalement, l'idée, c'est de pouvoir croiser ces informations-là avec le métrique total vente, par exemple. L'avantage, c'est que c'est un peu comme tout à l'heure, hein, finalement. Je vais un petit peu zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Ma table formation, j'ai pu la lier à mon bridge, mais je peux également la lier à mes ventes, en fait. Donc mon ID formation qui est bien unique ici, je vais venir le lier à mon ID formation d'ici. Et je suis bien en relation one-to-many avec de la dimension qui part vers le fait. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a réussi à résoudre, on va dire, la moitié du problème. C'est qu'en l'ayant modélisé comme cela, alors, je crois que je ne vous l'avais pas montré, voilà, en l'ayant modélisé comme cela dans Power BI Desktop, bah, je vais être capable de visualiser et d'analyser par formation mes ventes. Donc si je retourne dans le support, hop, je vais faire une deuxième feuille. Alors on va faire la bonne vieille matrice, hein, qui est toujours pratique en démo, visuel, vous verrez par la suite, ça sera utile. Et je vais visualiser par formation, donc par nom de formation. Je vais grossir un peu ça. Donc, par formation, mes ventes. Chose faite. Donc, vous voyez, ça commence à être pas mal. Maintenant, on va se lancer un challenge. On va essayer de visualiser ça, non pas par formation, parce que c'est intéressant, hein, c'est un métrique qui est intéressant évidemment, mais on va essayer d'aller un peu plus loin et de le voir par formateur. Donc souvenez-vous la modélisation. Là, on est bien à ce niveau-là. J'arrive à visualiser mes ventes par formation parce qu'il y a cette notion de contexte sur laquelle je peux revenir peut-être une minute. Hein. Ici, on est dans le cadre d'un filter contexte. J'évalue la mesure totale vente dans le contexte DAX Basics, puis M-Language, puis VBA to Power Query. Donc à chacune de ces lignes, chaque mesure s'évalue de manière indépendante en tenant compte de son contexte d'évaluation.
Et en gros, le contexte, c'est ce qui est transmis par la relation. Hein, vous pouvez voir cette petite flèche comme un canal de transmission. À ce niveau-là, dans chacune des lignes de ma matrice, Power BI transmet l'information et filtre l'ID formation. Ça transmet ici par l'intermédiaire de la relation, et finalement, on arrive à slicer le métrique total vente par l'ID formation qui a été filtrée. Donc tout cela se passe très bien parce que le filtre arrive à se propager par l'intermédiaire de la relation. Ça va être un peu plus compliqué à gérer quand on va essayer de visualiser par formateur mon total vente. Alors, voyons voir ce qui se passe. Je ne vais pas le voir par formation, du coup, mais par formateur. Et là, vous voyez, problème, Power BI n'arrive pas à effectuer la ventilation. C'est-à-dire que mon total global de mes ventes sur la période donnée, il est de 82 130 €. Et en fait, j'ai le même pour chacun des formateurs. Power BI n'arrive pas à effectuer cette ventilation. Pourquoi? En fait, c'est une question de propagation de filtres et de modélisation. Et c'est pour ça que j'ai fait ces rappels en amont sur la modélisation et tabulaire. C'est parce qu'ici, elle va être utile pour bien comprendre ce qui se passe. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis en axe quelque chose qui vient de cette table, la table formateur. Je visualise par formateur mes ventes. Donc, par l'intermédiaire de cette relation, l'information descend jusqu'à la table bridge. Et le problème, c'est qu'en fait, le filtre va arrêter de se propager à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'information arrive ici, je passe du côté many de la relation. Et donc, finalement, l'idée, ça serait de pouvoir remonter de ma table formation à ma table bridge pour ensuite redescendre de ma table formation à ma table vente. Le problème, c'est que cette partie-là, la partie de bridge à formation, elle ne s'effectue pas. Pourquoi? Parce que j'ai une relation one to many entre ma table formation et ma table bridge. Mais du coup, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas réciproque. Ce n'est pas ma table bridge qui va venir filtrer et propager le filtre jusqu'à la formation. Du coup, il va falloir trouver un moyen ingénieux de pouvoir faire quand même remonter cette relation de telle sorte que, in fine, je puisse voir par formateur mon total vente. Donc, voilà pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, on va essayer de le faire marcher. Et pour ça, eh bien, on va utiliser le langage DAX et je vais vous proposer 4 méthodes différentes qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, on le verra par la suite, pour pouvoir traiter ce problème. Alors la première méthode, on y va tout de suite, c'est le filtrage bidirectionnel. En fait, le filtrage bidirectionnel, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur Power BI Desktop et CSS 2016. Et il permet justement de pouvoir remonter les relations et de pouvoir créer des relations. En fait, on reste dans du one to many, mais le many va pouvoir venir filtrer le one. Ça sera un filtrage qui ira dans les deux directions. Donc, je vous montre ce que ça donne sur Power BI Desktop. Vous l'avez compris, la relation qui pose problème, c'est celle-ci. Si je double-clique, j'arrive sur un petit menu où je vais pouvoir modifier la structure relationnelle. Et vous voyez ici, j'ai un petit menu, direction du filtrage croisé, et je vais pouvoir choisir à double sens. C'est ce qu'on appelle le filtrage bidirectionnel. Et donc de telle sorte, vous le voyez à l'écran, maintenant, j'ai une petite flèche qui va dans les deux sens, d'accord? Et du coup, le problème que j'avais de propagation de filtre, il disparaît. Parce que maintenant, le bridge va être capable de remonter l'information à la table formation qui elle-même va venir filtrer les ventes. Donc si je retourne dans ma vue, on voit que maintenant ça marche. Mon total vente, j'arrive bien à le ventiler par formateur. Le filtre arrive à se propager. Donc finalement, cette méthode, elle est pas mal, parce qu'en un clic, on arrive à répondre à la problématique. Elle a quand même des inconvénients, cette méthode. Bon, elle est simple, mais elle est coûteuse. Elle peut alourdir votre modèle, parce que le filtrage bidirectionnel fait appel à des choses sous le capot assez puissantes. Et surtout, ça peut être générateur d'ambiguïté dans vos modèles relationnels. Alors je m'explique. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez avoir qu'une seule relation active entre deux tables.
Le problème du filtrage bidirectionnel, c'est que si vous avez un modèle avec plusieurs tables, ou bien, disons, finalement avec peu de tables, mais avec 2 tables de fait, par exemple, eh bien, finalement, toutes les tables vont venir se filtrer. Les tables de fait seront elles-mêmes, en fait, d'une table de dimension dans le sens où elles seront capables de venir filtrer d'autres tables. Et du coup, vous allez, à travers ce filtrage bidirectionnel, créer plusieurs chemins entre 2 tables. Et c'est ça qui va créer en fait de l'ambiguïté dans vos modèles, c'est qu'il n'y aura pas qu'un seul chemin possible pour lier 2 tables. Et donc Power BI ne sera pas capable de comprendre quel est le chemin le plus pertinent, il en choisira un par défaut et toutes les autres relations seront inactives. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus, c'est un point à avoir en tête. Si vous voulez, on pourrait revenir à des questions-réponses. Un petit point aussi important à noter, si vous utilisez Power BI Desktop avec une version antérieure à février 2016, bon, ce qui m'étonnerait fortement, hein, mais je vous le dis au cas où, c'est un filtrage qui était par défaut. En fait, jusqu'à mi-février 2017, hein, pardon, pas 2016, jusqu'à mi-février 2017, le filtrage bidirectionnel était par défaut dans Power BI Desktop. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur crée une relation, il avait ce filtrage par défaut. Alors c'est bien, hein, je pense que Microsoft avait fait ça pour un peu justement évangéliser la techno et éviter aux utilisateurs métiers d'avoir ces problématiques de many-to-many à gérer. Le problème, c'est que très vite, on en arrivait à des problématiques de performance et d'ambiguïté dans le modèle, et ce qui fait qu'il y avait plein de questions qui venaient sur le forum community.powerbi où les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait des ambiguïtés dans le modèle. Donc il y a pas mal de MVP data platform, dont le gourou DAX modélisation SSAS, Marco Russo, et un autre MVP data platform qui est basé en Australie qui s'appelle Matt Ellington. Ils ont publié pas mal d'articles de blog et un peu mis la pression à Microsoft en faisant comprendre qu'ils avaient tout intérêt à enlever ce filtrage par défaut et faire en sorte que le filtrage par défaut soit un mode unidirectionnel et qu'ensuite l'utilisateur choisisse ou pas de mettre un filtrage bidirectionnel. Moi, je pense que c'est bien d'avoir fait comme ça. Et voilà, je voulais juste vous le préciser au cas où vous n'avez pas ça en tête. Et du coup, finalement, qu'est-ce qu'on en fait de ce filtrage bidirectionnel? Eh bien, en fait, Marco Russo dit que c'est tolérable dans un modèle à une seule table de fait. Moi, je trouve que quand vous avez un modèle à forte volumétrie et ou plusieurs tables de fait, effectivement, il vaut mieux éviter ce filtrage bidirectionnel. Mais alors, ce qui est bien, c'est que en fait, ce filtrage bidirectionnel, si je ne veux pas qu'il ait un impact sur tout mon modèle, je vais pouvoir, c'est la deuxième méthode, l'activer localement dans une mesure en utilisant un pattern qui est le suivant. Donc, je vais faire un calculate d'une mesure, n'importe laquelle. Bon, ici, ça sera mes ventes. Le calculate, il me permet d'évaluer une mesure, une expression, dans un autre contexte. Et cet autre contexte, ça sera précisément l'activation locale au niveau de la mesure du filtrage bidirectionnel. Donc vous voyez que la fonction crossFilter qui prend comme argument 2 tables, la table côté many, la table côté one et le sens de la relation, je vais pouvoir impacter localement mon modèle relationnel. Alors je vais vous faire la démo sur Power BI Desktop. Je vais créer une nouvelle mesure que je vais appeler crossF pour crossFilter. Je vais faire un calculate de mon total vente que je vais évaluer dans un autre contexte qui est le suivant, crossFilter. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le modèle. Alors, juste avant, j'ai oublié un petit truc. C'est que du coup, je vais venir désactiver le modèle. Justement, je ne veux pas que ça ait d'impact sur tout le modèle, donc je la rebascule en filtrage unidirectionnel. Mon total vente, à nouveau, est plus capable de ventiler. Mais du coup, en fait, ça, je vais l'activer localement. Donc, je vais faire bridge formation. Je me mets du côté many. Je récupère la formation qui vient de ma table formation, côté one. Et, vous le voyez à l'écran, je vais avoir la possibilité de choisir quelle est la relation que je veux entre les deux tables, entre les deux colonnes des deux tables que je viens de préciser. Donc soit en unidirectionnel, qui est le filtrage par défaut, soit carrément, je peux couper en fait la relation entre les deux tables, soit, et c'est ce qui m'intéresse ici, le mettre en filtrage bidirectionnel. Donc c'est ce que je fais ici, je mets les parenthèses au bon endroit, je fais glisser la mesure, hop, pardon, et ça fonctionne. J'ai bien
Power BI qui est capable de faire la ventilation par formateur de mes ventes. Donc voilà. Alors le cross-filter, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est pas mal, hein. C'est disponible sur Excel, Power BI Desktop et SSAS 2016. Donc vous voyez par rapport au filtrage bidirectionnel qui se met au niveau de la relation au niveau global, qui n'est pas disponible sur Excel 2016, la fonction cross-filter, vous pouvez la leverager sur Excel 2016. C'est un impact local, donc du coup c'est intéressant, ça permet d'enlever les problématiques qu'on a sur la méthode 1, mais du coup ça nécessite de répliquer en quelque sorte ces efforts. Pourquoi? Parce que vu que justement il n'y a pas d'impact global sur votre modèle relationnel, vous allez avoir besoin à chaque mesure, où vous aurez besoin justement d'activer un bidirectionnel, de faire un cross-filter. Donc du coup vous aurez besoin de faire autant de mesures qu'il y a de besoin. Alors je vais vous présenter du coup 2 autres méthodes qui vont permettre également de remonter la relation entre le bridge et la table formation. La 3e méthode, c'est la plus complexe, on va dire, en termes de syntaxe, c'est la méthode du context transition, transition de contexte. Donc vous l'avez compris, tout l'enjeu du DAX et de l'analyse sur Power BI, c'est de jouer avec des contextes. Ces contextes, ils sont apportés par vos tables de dimension que vous slicez dans des axes, dans des slicers, etc. Et tout l'enjeu du DAX, c'est de jouer constamment avec ces contextes, de pouvoir les contrer, les amplifier, etc. Là, en l'occurrence, le many-to-many, c'est un bon use case pour montrer la puissance et l'intérêt du context transition. Donc l'idée, c'est quoi? C'est, en fait, on va transformer un raw contexte, que vous retrouvez la plupart du temps, soit dans des colonnes calculées, soit dans des fonctions itératives dans vos mesures. Donc on va transformer ce raw contexte en un filter contexte grâce à la puissance de la fonction calculate. Donc, ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait ce que je suis en train de vous dire. Je vous montre le pattern. En gros, pareil, on va évaluer une mesure dans un autre contexte. Et en fait, cet autre contexte, c'est une table. On va passer comme argument de filtre une table qui sera en fait la version filtrée de la table formation. Donc ici, j'ai mis left dim, parce que là, c'est le pattern global. Dans le cadre du many-to-many, le left dim, en fait, c'est la dimension qui est à gauche de votre bridge et c'est celle qui est liée à votre table de fait, la table de vente. Donc ici, vous l'avez compris, ce sera la table formation. Et après, en fait, ce que je fais, c'est que je vais regarder si pour chaque ligne de cette table formation, j'ai bien une occurrence dans mon bridge. Ça, c'est, je check, est-ce qu'il y a une occurrence dans mon bridge? Donc plutôt que de vous expliquer ça sous un angle très théorique, je vais vous le montrer en fait directement à l'œuvre. L'idée, encore une fois, c'est que je vais utiliser le contexte actuel qui est formateur, donc qui impacte bien ma table bridge. Ok? Mes formateurs, ils filtrent mon bridge. Moi, je vais placer un filtre virtuel. Je vais faire une table virtuelle où je vais passer en filtre la table formation. Et cette table formation, je vais la filtrer et je vais regarder en fait pour chacune de ces lignes, est-ce que j'ai bien une occurrence dans le bridge? Et vous voyez en fait, en passant cette table filtrée, table virtuelle comme argument de filtre pour mon total vente, ça va me permettre finalement de pouvoir remonter la relation. Pour pouvoir faire ça, je dois utiliser la transition de contexte. Donc voyons-le tout de suite à l'œuvre. 3e mesure, que je vais appeler context transition. Ça va être un calculate de mon total vente. Et cette fois-ci, je vais faire un filter sur ma table formation, d'accord, mon left dim. Et c'est là que je vais regarder, est-ce que j'ai une occurrence dans le bridge? Donc je ne vais pas mettre tout de suite le calculate, je vais juste faire un count row, donc je regarde, est-ce qu'il y a des lignes dans le bridge, dans la table bridge? Je fais ça, je mets les parenthèses où il faut, je valide, et je me mets ici. Pour l'instant, vous le voyez, Power BI n'est pas capable de ventiler. J'ai le même problème qu'avec mon total vente qui n'arrive pas à remonter la relation. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai besoin de faire en sorte que chaque ligne des formations vienne checker si j'ai bien une occurrence dans le bridge. Là, ici, je suis en train de créer un raw contexte. En fait, ce que je suis en train de faire ici en virtuel dans la table, c'est un peu comme si, je vous le montre ici, je me mets dans la table formation, j'étais en train de créer une nouvelle colonne, que je vais appeler CT, et qui va juste compter le nombre de lignes qu'il y a dans mon bridge. Donc ici, je me mets au niveau d'une colonne calculée, j'utilise un agrégateur dans une colonne calculée. Power BI n'est pas capable de compter combien il y a de lignes dans le bridge pour chacune
de ces formations, parce que je suis dans un raw contexte. J'évalue cette expression pour chaque ligne. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je transfère ce raw contexte dans un filter contexte, et pour ça, il faut utiliser la fonction calculate, qui me permet de faire cette transition de contexte. Si je fais cela, je suis bien capable, pour chaque formation, de regarder s'il y a une occurrence dans le bridge. L'avantage de le faire, non pas en colonne calculée, donc je vais la supprimer, mais en mesure, c'est que tout ça se fait de manière virtuelle, donc je n'ai pas besoin de charger des colonnes en plus en physique dans ma table, mais en plus, ça tient compte du contexte actuel, et le contexte actuel, il est sur les formateurs. Donc en checkant s'il y a une occurrence dans la table bridge, je vais bien être capable de pouvoir ventiler. Donc, je me place ici, je vais rajouter un petit calculate, et là, avec ma transition de contexte, la ventilation s'effectue comme je le souhaite. Donc j'obtiens bien ce que je voulais. Alors je vais profiter de cette expression DAX pour vous montrer quelques simplifications et quelques petits trucs qu'on peut faire avec le langage DAX pour montrer son agilité. Alors le premier, c'est qu'en fait, pour faire la transition de contexte, ici je pourrais directement référencer une mesure. Pourquoi? Parce que quand je référence une mesure, il y a un calculate implicite. Donc vous allez comprendre. Si je me place au niveau du bridge et que je calcule, je crée une mesure qui est en fait exactement ce que j'ai dans mon calcul, je calcule le nombre de rows qu'il y a dans mon bridge. Donc cette mesure, elle s'appelle bridge rows. Je retourne au niveau de mon context transition ici, et plutôt que de faire cette expression-là, je vais simplement référencer ma mesure. Quand je référence une mesure, je ne mets pas la table. Hop. Voilà, ça marche aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je référence bien la mesure qui compte les rows, et puisque je référence une mesure, j'ai un calculate implicite qui fait cette transition de contexte. Alors, il y aurait d'autres manières de le faire. Je vous les montre rapidement, parce que vous avez peut-être déjà fait comme ça. On pourrait checker, en fait, si la table liée à la table formation, donc je regarde si la related table bridge, elle est empty ou pas. Donc là, ça fait pas mal de parenthèses, mais ça marche aussi. J'ai un raw contexte et je regarde pour chaque formation, est-ce que la table bridge existe? Donc ça revient un peu à la même. Je pourrais également faire un count rows de mon related table. Donc encore une fois, j'utilise cette fonction qui va regarder pour chaque formation, est-ce qu'il y a des lignes dans la related table. Voilà, en gros, ce qu'on pourrait faire. Moi, je vais garder la méthode avec le contexte transition et la mesure, parce qu'elle est plus parlante et surtout, ça me permet de vous montrer ça. Je vais faire une dernière chose, pour vous montrer un peu l'agilité de cette mesure. On va utiliser des variables, pour faire un peu plus clair. Les variables, elles ont deux avantages en DAX. La première, c'est ça rend vos mesures plus lisibles, plus compréhensibles. C'est plus facile après à maintenir et éventuellement à auditer. Et autre avantage non négligeable, qu'on n'aura pas là ici d'ailleurs, mais c'est qu'elles évitent de la redondance et elles peuvent faire de l'optimisation de performance. Plutôt que de faire à chaque fois référence à 3 fois la même mesure dans votre mesure, bah, vous la stockez une fois dans votre variable et ensuite vous faites référence à votre variable dans la mesure. Petite précision sur ces variables, pour l'instant, elles sont locales. Ce pas des variables globales qui sont disponibles dans tout le modèle. Je milite et j'ai fait partie des personnes qui ont voté sur Power BI IDs pour avoir des variables globales, c'est-à-dire au niveau de tout votre modèle Power BI. Donc ici, je crée une variable qui, je le répète, est locale, qui va s'appeler table F, par exemple, pour table filter. Et cette variable, en fait, je vais lui passer en argument une table. Et vous voyez un autre avantage des variables, elles peuvent stocker des constantes ou bien des tables. Donc ça ne va pas du tout impacter ma performance ici, mais c'est juste par clarté. Et je passe cette variable qui détient une table en argument de mon filter. Ça marche aussi du coup. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour le contexte transition. Je vous ai refait un petit schéma récap ici. Donc là, c'est ma table formation, qui est bien l'équivalent de mon left dim. Et grâce au contexte transition, pour chacune de ces lignes, j'évalue l'expression est-ce qu'il y a une occurrence dans le bridge. Power BI, lui, en back-end, il génère un booléen true-false pour chacune de ces lignes. Il ne retient que les lignes qui correspondent à ce qu'il faut. Et du coup, j'obtiens le résultat escompté, puisque finalement, c'est la table formation filtrée de manière virtuelle qui est passée en argument filtre de mon calculate et qui permet d'obtenir le résultat escompté.
Alors l'avantage par rapport au bidirectionnel, c'est que ça, c'est valable sur toutes les technos 2010, 2013, 2016 avec Power Pivot, Excel, hein, SSAS et Power BI Desktop. Je vous montre la quatrième méthode. Elle fait appel au bridge. Donc là, c'est basé sur le concept de table étendue. Vous allez voir, la syntaxe est beaucoup plus simple. Je mets simplement un calculate, ma mesure, et je référence juste tout simplement mon bridge que je passe en argument. Alors vous allez me dire, bon bah ok, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça directement et pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à faire des context transition, des cross filters, etc. Parce qu'en fait, pour bien comprendre cette méthode, il faut bien avoir en tête ces notions de contexte, de propagation de filtres, etc. Alors globalement, comment ça marche? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la table bridge, elle hérite des colonnes issues de ces dimensions. C'est-à-dire que quand je référence une table en DAX, eh bien, implicitement, je référence aussi toutes les colonnes issues de ces dimensions. Donc la table bridge que vous retrouvez ici, en fait, quand je la référence dans une mesure DAX, implicitement, ça c'est ce qui se passe sous le capot, on va dire, hein, dans Power BI, elle inclut également toutes les colonnes issues de la table formation, ainsi que toutes les colonnes issues de la table formateur. Ce qui veut dire que c'est bien cette table en version étendue qui va venir filtrer mon calculate de la mesure en question. Et donc, vous voyez bien que finalement, en passant cette table bridge en paramètres, je vais pouvoir être capable, encore une fois, de remonter la relation et bien tenir compte du contexte sur les formations et éventuellement sur le formateur. Donc, prenons un exemple. Imaginez que j'ai un contexte, ça sera le cas d'ailleurs dans la démo, au niveau des formateurs. Donc, par exemple, Damien. Donc, j'ai un contexte au niveau de Damien qui vient de ma table formateur. Puisque j'ai référencé mon bridge, cette table bridge, elle contient bien aussi ces colonnes, de manière virtuelle. Il faut s'imaginer tout ça de manière virtuelle. Et donc, du coup, le filtre va réussir à se propager grâce au concept de table étendue. C'est-à-dire que ma table bridge, elle sera bien capable d'hériter de ces colonnes-là et donc du filtrage correspondant. Et ce qui fait que la table sera bien filtrée, on aura bien réussi à propager le filtre et on aura bien le résultat qu'on souhaite. Donc je vous montre tout ça en action. Je vais créer une dernière mesure en vente que je vais appeler bridge. Ça va être un calculate, toujours pareil, de mon total vente que j'évalue dans un autre contexte qui est le bridge. Je passe tout simplement le bridge en paramètre. Et vous le voyez, ça fonctionne également. Donc voilà les différentes méthodes que je voulais vous montrer. Pareil pour le bridge, c'est disponible sur 2010, 2013, 2016, Power Pivot, SSAS et Power BI Desktop. Alors du coup, maintenant, vous allez me dire, laquelle retenir en fait. Donc, je vous en ai montré 4. Alors, vous pourrez faire des comparaisons de performance avec DAX Studio. Je vais vous montrer très rapidement de quoi il s'agit. DAX Studio, c'est un outil open source gratuit que vous pouvez télécharger ici sur sqlbi.com. Ça a été monté par Marco Russo, Alberto Ferrari, etc. C'est un outil qui permet deux choses. Donc vous vous connectez à des instances SSAS ou Power BI Desktop, puisque Power BI Desktop crée des requêtes SSAS, des instances SSAS en back-end. Donc vous pouvez vous connecter dessus en direct query et du coup interroger votre modèle pour éventuellement matérialiser des tables, puisque vous l'avez compris, beaucoup de choses se font en virtuel dans Power BI Desktop et tout l'intérêt du DAX, c'est de faire des choses en virtuel, des tables virtuelles, etc., pour pas justement avoir à charger des données en plus dans le modèle et uniquement faire appel au processeur. Du coup, DAX Studio est pas mal parce que vous pouvez vous servir de cet outil avec des instructions de type evaluate, filter, etc. pour matérialiser vos tables. Et il y a une autre utilité, c'est pour faire des audits de performance. Donc par exemple, je vais le faire ici très rapidement. Je vais faire un evaluate row. Donc ça, c'est la syntaxe. Je vais faire un test. Et je vais évaluer la rapidité de mon cross filter, par exemple. Donc, je me mets à ce niveau-là. En output, je vais lui mettre le timer, je l'évalue. Et du coup, vous voyez, alors là, la première fois, il se connecte au modèle. Vous voyez, je peux exécuter une requête, éventuellement clearer le cache, et à chaque fois, j'obtiens la durée en millisecondes de ma requête. Du coup, c'est pas mal pour faire des audits de performance. Je peux éventuellement tracer les query plans, voir la répartition storage engine, formula engine, pour voir ce qui se passe vraiment en back-end dans mon query.
Donc moi, je l'ai fait sur un modèle plus gros en comparant les différentes méthodes, etc. Et du coup, je vous ai fait un petit tableau de synthèse dans le support PowerPoint pour pouvoir justement comparer et savoir quelle méthode retenir. J'ai choisi 3 angles d'analyse. Éventuellement, effectivement, la performance, puisque c'est un critère important, mais également la simplicité syntaxique et la disponibilité. Donc si on reprend les 4 méthodes, le bidirectionnel, il n'y a pas de complexité syntaxique, il suffit juste de cliquer, de mettre en bidirectionnel. C'est disponible sur Power BI Desktop SSAS 2016, mais on l'a vu, ça peut alourdir le modèle et surtout créer des ambiguïtés. Le cross-filter et le context transition, on les a vus aussi. Complexité moyenne pour le cross-filter, complexe pour le context transition, parce qu'on fait appel à des tables virtuelles, etc. La disponibilité, gros avantage côté bridge et context transition, puisque ces 2 méthodes-là, elles sont disponibles partout. Et en plus, notamment le bridge, une performance assez élevée. Donc en faisant mes tests avec DAX Studio sur des modèles plus gros, j'ai constaté que c'est la méthode du bridge et la méthode du cross-filter, où j'active le bidirectionnel de manière locale, c'est là où j'ai les performances les plus élevées. Donc après, c'est à vous d'arbitrer en fonction de vos besoins, de vos contraintes. Est-ce que vous êtes dans un contexte formation, où là, vous n'allez pas tout de suite commencer par montrer le bridge, parce que même si la syntaxe est simple, le concept derrière n'est pas forcément facile à maîtriser. Si vous êtes dans un contexte tout seul, vous pouvez utiliser des méthodes peut-être un peu plus rapides que vous maîtrisez. Donc voilà, après c'est à vous d'arbitrer en fonction de vos besoins. Mais c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on croise ici comme information, des 3 critères que j'ai retenus, c'est vrai que c'est le bridge qui semble l'emporter. Alors, je vois qu'il nous reste à peu près 3 minutes. J'ai un dernier truc à vous montrer. On va faire un petit bonus, on va aller un tout petit peu plus loin. Je vais vous montrer en 2 secondes comment pousser la logique du DAX pour pouvoir proratiser, dans ce cas-là, le chiffre d'affaires et la contribution de chaque formateur. Alors, Tristan, Donc, je me permets de t'interrompre. On a une question qui nous est revenue depuis tout à l'heure de la part d'Abdesamad, qui pose la question, en fait, quelle est la meilleure méthode cross-filter au contexte transition en termes de temps de réponse, consommation de la ressource, etc. ouais. Et bien, alors en fait, bon, je ne vous ai pas fait la démo dans Max Studio parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer. C'est ce que j'essaie de résumer ici dans la partie performance. La performance du contexte transition est moins importante. C'est-à-dire que si vous voulez arbitrer entre le cross-filter et le contexte transition, c'est mieux d'utiliser la fonction cross-filter si vous voulez avoir des performances plus élevées. Par contre, il faut bien le retenir, cette fonctionnalité-là, elle n'est pas disponible dans Power Pivot sur Excel 2010 et 2013, par exemple. Donc après, c'est à vous de voir aussi en fonction de quel outil vous manipulez. OK? C'est parfait, merci. Très bien. Alors, je continue juste, on va terminer là-dessus, mais un petit bonus, parce que nombre d'entre vous ont dû se dire, très bien, mais en fait, les chiffres que j'obtiens là, donc je vais en retenir une, tiens, je vais retenir le cross-filter, pardon, je vais retenir le cross-filter. En fait, le chiffre qu'on a là, il n'est pas vraiment bon. Vous allez comprendre pourquoi. Si je mets un contexte au niveau de la formation, en fait, effectivement, on arrive bien à remonter la relation et gérer le many-to-many, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que Ben et Jean, dans la formation de DAX Basics, effectivement, ils ont contribué à ramener 25 690 qui correspond bien au montant global de cette formation-là. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est, parce que je suis un analyste et je veux vraiment créer des insights, etc., c'est avoir la contribution individuelle de chacun de ces formateurs. Puisqu'on l'a compris, pour une même formation, elles peuvent être animées en simultané par plusieurs formateurs. Du coup, il va falloir être capable de proratiser, individualiser la contribution de chaque formateur. Et pour faire ça, si vous vous souvenez, quand j'ai utilisé Power Query, on a une information importante, puisque pour chaque formation, j'ai justement combien j'ai de formateurs. Et donc du coup, si on prend l'exemple de la formation de DAX Basics, en fait, on part du principe que la répartition est linéaire, on fait du 50-50. Donc là, il y a 2 formateurs. Donc en fait, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une mesure qui m'affiche le bon total ici, donc partout, même quand il n'y a pas de contexte, mais qui me proratise la contribution de chaque formateur. Alors pour faire ça, on va faire une mesure qui est un tout
petit peu plus complexe, où en fait on va faire un double SMX. Tout d'abord sur la table formation. Donc je force le contexte, je vais itérer sur les formations, puis hop, sur les formateurs. Je récupère l'une des méthodes qui me sert à gérer le many-to-many. Donc là, je prends le cross-filter, par exemple. Et ensuite, je vais la diviser par nombre de formateurs. Recontexte, je suis en train d'itérer sur formation. Je récupère l'information importante que j'ai récupérée dans Power Query, à savoir le nombre de formateurs par formation. Et du coup, en faisant ça, en créant cette mesure, bon, je vois que je l'ai créé dans la mauvaise table. Petite astuce, modélisation, on peut changer l'attribution de table. Bon, ça n'a pas d'impact sur l'évaluation, mais c'est toujours bien à faire. Et du coup, de telle sorte, j'ai bien mon prorata, donc en faisant comme ça, un double SumX, la prorata est la contribution de chaque formateur au CA global. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette partie, qui pousse la logique du DAX un tout petit peu plus loin. Là, j'ai vraiment la contribution individuelle de chacun des formateurs. Alors, si on résume, dernier slide, synthèse, on a vu des rappels de modélisation tabulaire, le schéma en étoile dénormalisé, l'importance de bien comprendre la condition et le sens des relations pour gérer les problématiques de many-to-many. On a fait une disjonction entre deux tables de faits. Dans ces cas-là, il faut trouver une dimension commune de même granularité. Entre une table de DIM et une table de faits, on crée un bridge et on voit là la pertinence d'un outil comme Power BI parce qu'on a un ETL intégré, Power Query, qui permet de préparer ces données et de modéliser comme on veut. Et enfin, 4 méthodes, bidirectionnel, cross-filter, context transition et le bridge, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients et qui sont plus ou moins disponibles en fonction des outils que vous voulez utiliser. Voilà. Le dernier truc que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, ce many-to-many, vous le retrouverez sous différentes formes. Il est en connexion avec d'autres sujets, par exemple le row-level security. On a souvent des problématiques de many-to-many en row-level security. Vous le retrouvez également dans tout un tas d'autres contextes business. Et c'est vraiment une problématique qui est intéressante pour illustrer la modélisation en DAX. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette session. Il y aura une version enregistrée qui sera disponible sur YouTube. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos feedbacks. Voilà, bah merci beaucoup et j'attends vos retours. Merci Tristan pour cette session. Voilà, toutes les questions ont été répondues. Merci à tous pour votre attention. Merci, au revoir.